Bonjour, je suis Nathalie Grafféo, ingénieure de recherche au CESTIM. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui a été réalisé en collaboration avec Anna Wolski, Sophie Partinico et Roch Georgi. Nous nous sommes intéressés à des tests de comparaison de survie et plus particulièrement au test dit du pipi-plot. Je vais vous décrire ce test et comparer ses propriétés à celles d'autres tests plus connus. Un des exemples qui a motivé ce travail est un essai clinique publié par Stablin et collègues en 1981. Il s'agissait de 90 patients ayant eu un diagnostic de carcinome gastrique localement avancé et non résécable. Les deux bras étaient équilibrés et visaient à comparer deux traitements, la chimiothérapie seule versus la chimio associée à la radiothérapie. Et le temps de suivi max était de 50 mois. La figure représente la survie globale pour les deux bras de traitement, avec en rouge le bras chimio plus radiothérapie et en vert le bras chimiothérapie. On souhaitait comparer les distributions de survie dans les deux groupes correspondant aux deux bras de traitement. Et on sait que le test le plus communément utilisé est le test du log-rank. L'hypothèse nulle est l'égalité des courbes de survie sur toute la durée du suivi. Et ici, avec une p-valeur à 0,25, ce test ne rejetait pas l'hypothèse nulle au seuil de 5%. Mais on sait que le test du log-rank est optimal lorsque les risques sont proportionnels. Or ici, les courbes de survie se croisaient, a fortiori les risques n'étaient pas proportionnels. Plusieurs alternatives ont été proposées dans des situations de non-proportionnalité des risques. Et on peut tout d'abord regarder la famille des log-rank pondérés. Donc la statistique d'intérêt, c'est la somme sur tous les temps d'événement d'un produit d'un poids et d'une quantité qui représente la différence entre un nombre de décès observés et un nombre de décès attendus. Donc plus précisément, DI1 représente le nombre de décès observés dans le groupe 1, DI le nombre total de décès observés dans les deux groupes, RI1 le nombre de personnes à risque dans le groupe 1 et RI le nombre total de personnes à risque dans les deux groupes. La parenthèse représente donc la différence entre le nombre de décès observés dans le groupe 1 et le nombre de décès qu'on attendrait dans ce groupe si l'hypothèse nulle était vraie. Donc lorsque les points sont tous égaux à 1, on retrouve le test du log-rank qui attribue donc à chaque décès le même poids, quel que soit l'instant auquel il survient. Les tests de Guéhan-Breslau et Taron-Wareux accordent plus d'importance aux événements précoces. C'est aussi le cas pour le test de Pareto-Prentice, on peut remarquer que les pondérations sont très proches de l'estimateur de Kaplan-Meier. Les tests de Fleming-Harrington sont plus souples au niveau des poids. Donc on peut regarder, pour P égale 0 et Q égale 0, on retrouve le test du log-rank. Des valeurs élevées de P accordent plus d'importance aux différences précoces, alors que des valeurs élevées de Q accordent plus d'importance au temps d'événements tardifs. Mais dès à présent, on peut dire que le choix de P et Q est problématique quand on se rappelle que le choix du test doit se faire en amont du design de l'étude. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes intéressés à des tests ne reposant pas sur des choix à faire a priori. Donc, Wolski et collaborateurs ont proposé un test basé sur la différence absolue de survie moyenne restreinte, test robuste à la non-proportionnalité des risques. Sommairement, ils ont proposé comme statistique de test l'aire comprise entre le maximum et le minimum des courbes, la p-valeur étant ensuite obtenue via des permutations. On peut noter que ce test ne dépend pas de l'estimateur de survie, c'est la raison pour laquelle on a aussi pu le proposer dans le cadre de la survie nette. Un autre test robuste à la non-proportionnalité des risques a été proposé par Trevor Cox et développé pour plus de 3 groupes par Wolski et collaborateurs. Ce test repose sur une représentation graphique, le pipi-plot, dans un repère où les axes ne sont plus le temps et la survie, mais 1 moins la survie pour chaque groupe. Il y a donc autant d'axes que de groupes à comparer, ce qui donne une figure en 3 dimensions dans cet exemple fictif où l'on aurait 3 groupes à comparer. Donc un point de la diagonale du cube ici en bleu correspond à un point où les 3 survies sont égales.
Pour chaque temps de décès TJ, on estime la survie dans chacun des groupes. On obtient ainsi un point AJ de la courbe PP en référence aux axes probabilité-probabilité. Cette courbe PP, ici et ici, donc un agrandissement, est en orange sur la figure. La quantité d'intérêt est l'aire du ruban comprise entre la courbe PP en orange et la diagonale en bleu. Et la p-valeur est ensuite obtenue via la méthode des permutations. L'objectif de ce travail était de comparer via une étude de simulation les performances des tests existants dans des situations de proportionnalité et de non-proportionnalité des risques, et aussi en présence de temps d'événements groupés. Donc tout d'abord, pour comprendre pourquoi nous avons porté une attention particulière à ces situations de temps d'événements groupés, nous allons regarder une propriété intrinsèque du pipi-test basée sur ce pipi-plot. Donc par souci de clarté, nous nous limitons à deux groupes et nous examinons schématiquement la présence d'un cluster d'événements précoces sur les courbes de survie, figure de gauche, et sur le pipi-plot, figure de droite. On voit clairement ici que les courbes de survie sont plus pentues lors des 5 premières années, et cela représente notre cluster d'événements précoces. À droite, ici en rouge, la diagonale du pipi-plot représente le cas où les survies dans les deux groupes sont égales à chaque temps. Au temps t égale 0, les survies sont égales à 1. Dans le pipi-plot, cela correspond au point de coordonnées 1, 1, 1, c'est-à-dire à l'origine du repère. Au temps t égale 1, les survies sont égales à 0,9 et 0,7 respectivement. Le point correspondant dans le pipi-plot a pour coordonnées 1, 0,9, 1, 0,7, et on procède ainsi pour chaque temps. Donc en résumé, les points les plus éloignés de la diagonale du pipi-plot représentent des temps où les courbes de survie sont très différentes. Donc maintenant, ce qui est notable, c'est la conséquence du changement de référentiel sur l'espacement des points. Donc on peut voir sur la figure de gauche que nous avons choisi des points régulièrement espacés dans le temps. Dans le repère du pipi-plot, les points ici qui correspondent à des pentes de survie plus faibles sont très rapprochés. Il s'agit des aires en vert. Donc on peut s'intéresser aux aires de chaque portion. Donc on a en violet les effets précoces avec des courbes de survie plus pentues et la portion en vert pour les périodes où il y a moins d'événements. Dans la figure de gauche, les aires des deux parties sont quasiment égales, alors que pour le pipi-plot, l'aire correspondant au cluster d'événements précoces est 5 fois plus grande que l'aire correspondant à la période où il y a peu d'événements. Donc on peut dire que géométriquement, le pipi-plot accorde plus d'importance à ce cluster d'événements précoces. Nous avons réalisé une étude de simulation pour comparer les performances de tous ces tests en termes de proportion de rejet de l'hypothèse nulle dans divers scénarios. Donc pour chaque scénario, nous avons généré 2000 fichiers de 1000 patients et les temps d'événements étaient générés selon la configuration souhaitée, à savoir d'une part un écart plus ou moins important à la proportionnalité des risques, mais aussi à la présence de temps d'événements groupés. Dans tous les cas, nous avions un taux de censure d'environ 30%. Donc ici, sur cette diapo, dans un premier temps, nous avons vérifié que tous les tests contrôlaient bien l'erreur de type 1, ce qui était le cas. Donc tous les résultats sont présentés de façon similaire, avec en haut à gauche les taux instantanés théoriques que nous avons utilisés pour générer les temps d'événements dans les groupes à comparer, en haut à droite les courbes de survie correspondantes. La figure du bas représente les proportions de rejet de l'hypothèse nulle d'égalité de distribution des courbes de survie pour chacun des tests, à savoir le pipi-test, le RMST, le test usuel du log-rank, les tests pondérés de Guéhan-Breslow, de Taron-Wareux et de Peto-Peto, ainsi que les tests de Fleming-Harrington pour 3 choix de P et Q. Donc P égale Q égale à 1, P égale 0 et Q égale 3 pour accorder plus d'importance aux événements tardifs,
et P égale 3 et Q égale 0 pour accorder plus d'importance aux événements précoces. Donc sur cette diapo, il s'agissait d'examiner le comportement des tests dans le cas où le log-rank est le gold standard, c'est-à-dire, comme on le voit ici, quand les risques sont proportionnels. Et on voit que tous les tests avaient une puissance entre 80 et 90%, sauf Fleming-Harrington 0,3 et Fleming-Harrington 3,0. Ici, il s'agit du premier scénario où les risques n'étaient pas proportionnels, donc comme le montre la figure en haut à gauche, et on peut remarquer que les courbes de survie ne se croisaient pas. Dans ce cas, et c'est de façon attendue, le log-rank était beaucoup moins puissant, alors que le PP-test, le RMST et le test de Guéhan-Breslow gardaient des proportions de rejet de l'hypothèse nulle à près de 80%. Dans ce scénario, nous avons généré un fort écart à la proportionnalité des risques. Les taux instantanés de deux groupes, en rouge et en jaune ici, s'inversaient et les courbes de survie correspondantes se croisaient. Dans cette situation, les tests du log-rank, de Guéhan-Breslow, de Taron-Noireux et de Peto-Peto étaient très peu puissants, alors que le PP-test gardait un taux de rejet de l'hypothèse nulle à près de 80%. Et on peut noter que le RMST avait un taux de rejet de l'hypothèse nulle d'un peu plus de 60%. Donc, étant donné les propriétés géométriques du PP-plot, nous avons aussi voulu comparer les performances de ce test à celles des autres dans des cas où il y avait des temps d'événements groupés, mais ce, quelle que soit la période où ces temps d'événements groupés se produisaient. Donc, afin de rendre les résultats plus faciles et plus interprétables, nous nous sommes limités à deux groupes. Afin de rendre les résultats comparables, nous avons calibré les paramètres pour obtenir environ 80% de rejet de l'hypothèse nulle pour le PP-test dans chacun des cas. Donc, nous avions ici des courbes de survie, des formes des courbes de survie qui étaient similaires, avec un cluster d'événements qui translatait du début du suivi pour les temps d'événements précoces jusqu'à la fin du suivi, ici, pour les temps d'événements tardifs. Donc, quelle que soit la période où étaient générés les temps d'événements groupés, par construction, le PP-test rejetait l'hypothèse nulle d'égalité de distribution des courbes de survie à 80%. Et ce qui est notable, c'est que dans tous les cas, les tests de log-rank pondérés perdaient d'autant plus en puissance que les courbes de survie se croisaient. Donc, je ne commente pas, mais ce sont ces résultats avec les clusters d'événements qui translatent jusqu'à la fin du suivi. Donc, revenons maintenant à l'application sur des données de 90 patients d'un essai clinique randomisé en deux bras, chimiothérapie seule versus chimio plus radiothérapie. Nous avions des risques non proportionnels, comme le montre la figure en haut à droite, des courbes de survie qui se croisaient, comme le montre la figure en haut à gauche, et des temps de décès qui étaient groupés dans les 18 premiers mois. Donc, dans cette application, les tests qui rejetaient l'hypothèse nulle d'égalité de distribution de survie au seuil de 5% étaient le PP-test, le test de Guéhan-Breslow, le test de Peto-Peto et le test de Fleming-Harrington 3,0. Donc, pour conclure, on peut dire que, bien évidemment, le test du log-rank reste le gold standard dans les situations où les risques sont proportionnels. Les tests pondérés de Guéhan-Breslow, Taron-Noireux et Peto-Peto, qui accordent plus de poids aux premiers événements, sont sensibles aux différences précoces, mais ils manquent de puissance quand les courbes de survie se croisent. Par ailleurs, les tests de Fleming-Harrington paraissent plus souples, mais le choix des paramètres est problématique à plusieurs niveaux. Donc, on a vu dans le scénario avec proportionnalité des risques que les tests de Fleming-Harrington 0,3 et 3,0 manquaient de puissance. En fait, quand on examine les deux scénarios avec non-proportionnalité des risques, les résultats que je n'ai pas présentés aujourd'hui montraient qu'il ne semble pas y avoir de choix évident pour les paramètres de ces tests. Mais finalement, le point le plus important est que le choix du test doit se faire en amont du design de l'étude. À l'inverse des tests de log-rank pondérés qui accordent plus de poids à une période précise,
ou encore aux tests de Fleming-Harrington dans lesquels l'utilisateur doit lui-même choisir où et quel poids mettre, le RMST et le PIPI-test ne nécessitent aucun choix a priori et sont robustes à la non-proportionnalité des risques. Et ceci est d'autant plus vrai pour le PIPI-test qui donne intrinsèquement plus d'importance au cluster d'événements temporels et ce, où qu'ils soient. Donc voici quelques références et je vous remercie pour votre attention et je suis à l'écoute si vous avez des questions. Merci.